Peut-être qu'on a mis trop de temps avant de jouer, je sais pas. Alors, Feed the Kraken, un jeu de guessinge, de guessing. Donc c'est les créateurs de Glenmore 2. Comme quoi on fait pas que des trucs. Après le jeu est correct et bien, il tourne bien quoi pour un jeu de pirate dans lequel on va se mentir, se trahir pour faire gagner son équipe secrète. Alors, je regarde le KS, j'étais pas allé voir. Effectivement, quand même, il y a eu 3500 contributeurs. Donc, pour 203 000... En fait, 3000 boîtes, c'est pas énorme hein, quand même. 3500 boîtes, hein, finalement. Donc, on est sur un jeu de pirate, à rôle caché, à rôle secret. On fait partie d'une équipe. Et on doit amener, en fait, le bateau en changeant les rôles de chacun. Il y a des rôles décisionnaires et visibles, et ensuite il y a l'équipe à laquelle on appartient, c'est-à-dire les pirates, on va aller voir des images, les pirates, les marins ou le kraken, avec des superbes figurines peintes. Donc là, elles ont été peintes, mais dans le jeu, elles sont pas peintes. Je vérifie que les sauterelles, elles s'en vont pas. Effectivement, peintes les figurines, ça fait bien. Et les cultistes, effectivement, la troisième faction. Donc on appartient à une des trois factions, c'est secret. Le but va être de trouver quels sont nos partenaires, potentiellement, mais surtout en fonction des factions auxquelles on appartient, on doit amener notre petit bateau qui est ici et lui faire cheminer jusqu'à gauche du plateau pour les pirates, à droite pour les marins. Et les cultistes, ils ont deux possibilités de gagner, qui est soit d'atteindre le Kraken, soit de feed the Kraken, c'est-à-dire de se suicider, se jeter à la baille, ou jeter quelqu'un à la baille, pour qu'il se fasse bouffer à des endroits précis du plateau. Là, c'est le plateau à configuration à pas nombreux, en version courte, et on a le plateau en version grand format, beaucoup plus long. Dans son ensemble, le jeu a des bonnes sensations. En fait, on retrouve, pour quelqu'un qui aime les jeux de guessing, on est exactement... Oui, c'est ça, comme dit Alain, c'est se donner des offrandes à notre dieu Kraken. Kraken Belin. Et donc, on est sur du classique pour ce genre de jeu. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très amateur de ce genre de jeu va s'y retrouver, en fait, et il aura très certainement déjà d'autres jeux dans sa ludothèque qui vont faire doublon. Nous, pendant la partie, on pensait à Résistance, à ce genre de jeu-là, quoi. Avalon et compagnie. On est un peu sur un mix entre donc ce qu'on vient de dire, il y a un petit côté loup-garou, dans le sens où, et c'est pour moi le point rédhibitoire du jeu, on peut se faire éliminer. Et se faire éliminer comme au loup-garou, c'est-à-dire on joue plus, on parle plus. Mais se faire éliminer sur un jeu où 5 minutes après, on refait une partie, c'est pas grave en fait. Ça fait partie du délire. Voilà, c'est Love Letter. On se fait sortir, tant pis quoi. À l'inverse, sur un jeu qui peut durer 45 minutes à plus d'une heure, donc un jeu lourd, un jeu long, je trouve que cette possibilité qui est de se faire sortir ou stratégiquement de s'auto-suicider, c'est-à-dire de
on peut se mettre nous-mêmes à la baille, de refuser de donner les ordres, puisque c'est un jeu où, donc je disais, on appartient à des factions, mais on va avoir des rôles pendant la partie, des rôles visibles. Il va y avoir le capitaine, et le capitaine, son rôle, ça va être de choisir un second et un navigateur. On va avoir une manière de... Là, tu te fais pas éliminer avant le dernier quart d'heure. Ah, je suis pas sûr, je pense qu'il y a des possibilités de se faire sortir avant. Quand même, il y a, sur l'autre plateau, il y a le couteau, il y a tout ça. Enfin bon, c'est quand même, je trouve, dommage de pas finir le jeu, en fait. Surtout si ton suicide est pas voulu, ou au contraire, qu'il ne sert pas à faire gagner la partie. Du coup, il y a un petit peu un côté, je fais un acte héroïque qui ne... Je regarde les gens s'amuser. Moi, ça me perturbe toujours de me dire que le jeu, il se passe sans les joueurs, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, donc le capitaine choisit son second, etc. On va avoir des cartes, on va piocher des cartes qui vont nous permettre de naviguer sur le plateau. Le capitaine va en choisir une parmi deux. Le second va en choisir une parmi deux. Tout ça est secret. Et ensuite, c'est le navigateur qui va avoir accès aux deux cartes et qui va choisir laquelle des deux on va jouer. Et en fonction de ce qui est joué, on va pouvoir avancer sur le plateau. Donc aller à gauche, à droite, devant, etc. Et je disais on peut s'auto-suicider, c'est que le navigateur peut refuser d'obéir au capitaine, qui est donc quand il a choisi la carte de navigation, le capitaine la prend et il donne l'ordre de. On ne peut pas refuser, quoi. Donc il y a ça. Il y a aussi un côté, on peut faire des mutineries. On peut dire, bah tiens, avant que le capitaine, on fasse la phase d'action de sélection de cartes pour la navigation, on peut se mutiner. Pour dire bah non, je suis pas d'accord avec le capitaine, j'ai pas envie que ce soit lui, j'ai envie que ce soit moi, ou en tout cas que ce soit quelqu'un. Donc voilà, il y a des petites mécaniques. Si on est avec des blablateurs, je pense que le jeu il peut être très intéressant. Si on tombe sur des gens qui ne jouent pas le jeu ou qui ne sont pas blablateurs tout simplement, hein, qui c'est pas dans leur naturel ou qu'ils aiment pas ça, et du coup on se retrouve à être que basé sur la mécanique pur et dur qui est, pour moi, la mécanique de bluff, c'est une mécanique, hein, de bluff, de discussion, ça en fait partie, mais ce que j'appelle mécanique pure, c'est juste les déplacements, les choix de cartes et les déplacements. Si on se retrouve qu'à ça, je pense qu'on est face à un jeu qui peut devenir vite fade, vite ennuyeux. Il faut des gens qui aient du bagou, il faut des gens qui animent la partie. En fait, il faut que le jeu il se passe plus quasiment en dehors du jeu que dans le jeu, quoi. Parce qu'on voit que la lourdeur, le temps de jeu, tout ça en fait on se dit mais pourquoi et là, alors là la débauche de matériel, en tout cas pour la version Deluxe, mais what the fuck. Alors soyons clairs, c'est génial, c'est plaisant en fait d'avoir ce matériel complètement disproportionné par rapport à ce que le jeu offre en fait. Là où tu as envie d'avoir un jeu plus minimaliste, plus pur en termes de bluff et de guessing, etc., tu te retrouves avec une débauche de moyens qui amène, pour le coup, une débauche de règles qu'il faut suivre, alors que ça devrait être protocolaire et automatique. C'est-à-dire que ça devrait être naturel que le capitaine prenne la décision, qu'il se passe ci ou ça. Et là, c'est un peu les règles, l'ordre des actions qui t'oblige à... alors que ça devrait être le joueur qui se met dans la peau, dans le rôle, qui devrait pouvoir le faire de lui-même, en fait. Il devrait y avoir plus de liberté, je pense, au niveau de l'interprétation, parce que pour moi, c'est plus un jeu qui doit se jouer comme ça, quoi. En tout cas, qui a plus de saveur. Mais la débauche de moyens, elle est, pour moi, en réfléchissant un peu après sur le jeu, elle est symptomatique des dérives du jeu de société actuel, de cette débauche complètement folle. Mais vraiment, autant il y a des fois, le matériel, il peut sublimer le jeu, il peut le rendre plus... il peut y avoir des petits éléments. Voilà, typiquement, les pièces en métal, c'est complètement dispensable dans 95% des jeux. Mais c'est cool. Tu vois, si tu as ça, tu fais ok, c'est cool. Ça rajoute un petit plus, etc. Là, on est carrément sur du matériel
qui n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, on a des jetons de poker qui sont ici. Je vais essayer, je sais pas si on peut accéder, essayer de montrer, qui sont donc nos rôles secrets. Donc on a des jetons de poker lourds et qu'on cache dans un petit sac. Donc il y a plusieurs petits sacs. Rappelez-vous, chers amis, que nous pouvons jouer de 5 à 11. Et ça, ce jeton poker, avant le jeu, tu fais « Ah, c'est cool en fait qu'il y ait du matériel comme ça. » Il ne sert à rien. C'est vraiment 20 balles de plus dans la boîte. Je sais pas combien ça peut... je sais pas si Alain, tu sais à peu près combien coûte ce genre de matériel. Mais enfin pour moi, là c'est le... Ouais, c'est dans la version de luxe, évidemment. On parle du KS qui est insane, quoi. C'est... ça n'a aucun sens. Vraiment. Autant les petites figurines qui vont remplacer... alors le bateau, il y est de base, normalement. Mais genre les petites figurines du Kraken qui remplacent des tuiles. Ok, ça, tu vois, je me dis, visuellement, c'est chouette. Ça apporte pas plus, clairement. Mais ça peut... c'est dispensable, mais quand tu l'as, c'est cool, quoi. Ça rajoute un petit plus, quoi. Alors que les jetons de poker, les petits sacs, what the fuck, en fait? À quel moment ce matériel-là, pour moi, il est... autant les petits badges, pareil, qui sont en plastique 3 dimensions énormes, qu'on donne pour dire, voilà, toi, t'es mon second, toi, t'es le navigateur, etc., qui remplace, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui remplace des jetons. Pourquoi pas aussi, tu vois, là, c'est pour moi, c'est un plus. Why not, ça rajoute un petit truc, c'est un peu l'étoile du shérif dans comment ça s'appelle, dans Bang, ou Antide, je sais plus quel est le nom qui est arrivé, où là, bah, c'est dispensable, mais c'est cool, t'as le petit objet, ok, quoi. Mais le coup des jetons, tout ça, où tu te rends compte à la fin de la partie que ça n'a servi à rien de rien, mais vraiment, hein, là, c'est... il n'y a aucun plaisir à les avoir, tu les manipules pas, ça dépend des... ok, ça dépend de la qualité, mais en tout cas, forcément que ça rajoute... Et donc ça, pour moi, c'est la folie, en fait. Dans le sens étymologique du mot folie. Et ça, voilà, c'est symptomatique de ce qu'on peut appeler des fois de la dérive ou de ce qu'on appelle parfois abusivement de la surproduction, ou de la surédition, pardon. C'est pas toujours le cas. Parfois, c'est un plaisir de jeu aussi. Voilà, moi, on prend toujours l'exemple de Splendor parce que c'est vrai qu'il était efficace. Le toucher, je sais plus comment ça s'appelle, le ressenti des joueurs, il passe par le toucher aussi. Hein, il passe par plein de choses en fait dans un jeu. Et donc le toucher, je le mets pas du tout de côté, que ce soit le visuel, le toucher. Il n'y a pas le goûter encore, mais peut-être. Hein, il y aura peut-être finalement le premier jeu à bouffer. Le premier. Ça serait bien, quoi. Le jeu à bouffer, c'est un... plus tu joues, plus tu le bouffes. Et on finira par des scandales avec de la salmonelle dedans. Enfin bon, bref. Là, on saura qu'on a atteint un point de non-retour. Alors, je crois que dans la boîte, normalement, il y a le plateau. Ce qu'on voit là. Nous, on a joué... Alors là, c'est... il y a eu chez Cocktail Game un jeu à bouffer. C'est un jeu périssable, quoi. Hello! Bienvenuto! C'était Babylone, le jeu chez Cocktail qui... Ça a marché? Non, ça n'a pas marché, ça. Chez Santosphère, ouais, ils font de la bouffe aussi? Ah, eux, pour le coup, chez Santosphère, ils font... c'est très très bien leur boîte. Nous, on avait acheté pour les enfants, on avait celle avec les parfums, si je dis pas de bêtises, qui est très chouette pour les petits, toi, même pour les adultes. Hein. Tu te rends compte que pour certains, on n'a pas le nez fin. Donc voilà, donc au final, salut, Cartre.
Ok. Ah, c'était one shot, le jeu existait en format normal. Ok, très bien. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être il y a peut-être un truc à faire. Toi, quand tu l'as reçu, la date de péremption était dépassée. Ben, ça pourrait être bien un jeu à cocher où tu bouffes, quoi. Welcome to my restaurant. Avec Philippe Etchebest en couve. Et là, bim. Là, ça se vend en Fnac, en tout ce que tu veux, quoi. Le but du jeu, en fait, c'est de nettoyer une cuisine avant le passage de la, comment on appelle ça, la répression des fraudes, quoi. Après les escapes qui se voient, s'écoutent, se déchirent, ceux qui se mangent, voilà, c'est ça. Je sais pas, propose Martin. Alain est un éditeur toujours à l'écoute. Donc voilà, donc euh, je veux pas participer au playtest, hein, je vous laisse. Donc Feed the Kraken, je sais pas du coup si ça arrivera un jour en France ou pas. Mais même dans une version moins éditée, ce qui leur sort en fait, c'est que c'est quand même un jeu qui est disproportionné, et là, pas qu'au matériel, mais je pense en termes de règles et de tout, euh, par rapport à ce qu'ils proposent en termes d'immersion et de jeu, quoi. Je pense il aurait mérité être plus épuré, ou parce qu'en fait, ceux à qui il s'adresse, c'est des amateurs de jeux de guessing, des amateurs bah, les amateurs, ils ont déjà dans leur ludothèque une ou plusieurs boîtes qui font déjà le travail. Ils ont déjà j'allais dire Amazon, du, du Avalon. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans le même genre qui va bien fonctionner? Ils ont peut-être les loups, loup-garou pour une nuit. Enfin voilà quoi, ils ont des choses qui sont rapides, rythmées. Là où, avec des mécaniques où ça peut marcher, quoi. Là où dans ce jeu, même si c'est vraiment cool, hein, moi j'ai passé un bon moment, mais c'est clairement à la fin tu fais ah ouais, tout ça pour ça. À la fin t'as pas l'impression d'avoir. Ah, on a un faux culte, alors je le récupère, hein. À la fin du jeu, en fait, l'impression que t'as, c'est de ne pas avoir été maître de tes bluffs, de tout ce qui devrait faire le sel du jeu, qui est la discussion. Euh, et ben en fait, t'as plus l'impression que c'est le hasard qui a décidé, que c'est au final, peu importe que t'aies réussi à mindfuck quelqu'un, à cacher ton rôle, à découvrir le rôle de machin, à influencer les gens, au final, ça reste quand même un entonnoir où à peu près, j'imagine, 80% des parties vont se finir avec les mêmes dilemmes, et peut-être même sur une carte au hasard où finalement les rôles des gens qui vont choisir les cartes n'a que peu d'importance en fait. Et c'est ça pour moi qui est le plus décevant en fait. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment, et la fin de partie, même si dans la partie Alain et moi nous avons gagné, évidemment, parce que nous sommes des bluffeurs hors pair, eh ben on peut quand même pas s'empêcher de se dire que même si on avait mal bluffé, on aurait peut-être gagné comme ça, quoi. Et ça, pour un jeu de ce calibre, je sais pas combien il pourrait sortir en boutique, mais il est au moins à 40-50 balles, euh, avec le matériel sans le côté prestigieux, même avec une édition retail, je pense qu'on est dans les 40-50 balles. Pour un jeu d'ambiance à nombreux, où tu vas devoir donc mettre un plateau sur une table, il n'y a pas le côté ce qu'on aime quand on joue à nombreux, et quand c'est Mascarade, quand c'est Insiders, quand c'est tout ça, c'est que c'est des jeux qui ne demandent pas d'installation. On peut jouer avec l'apéro sur la table, on peut manger des chips, ou le jeu chips par exemple, etc., quoi. Euh, Là, c'est quand même un jeu de plateau. Donc il faut une installation, une mise en place. Ça demande du temps. En gros, c'est pas le jeu qu'on va sortir au débeauté pour démarrer une soirée jeu ou pour la finir. C'est vraiment le jeu de la soirée quasiment, quoi. Parce que tu fais pas une heure de partie euh, comme ça, quoi.
Donc je pense qu'il a plein de... Il est vraiment cool, il marche, euh, pour peu qu'on aime ce genre d'interaction, mais par rapport à la production actuelle, je vois pas sa place en fait. Je vois pas qui est le client de ça en fait. Qui peut se dire, ouais, je vais mettre une énorme boîte dans ma ludothèque parce que je réunis régulièrement suffisamment de monde à la maison. Euh, Enfin, quand t'es 8 autour d'une table ou plus, t'es rarement en fait chez toi, t'es rarement autour de la grande table. T'es plutôt dans le salon avec la petite table, etc. Donc pour moi, je pense qu'il y a... c'est un jeu KS en fait. Je suis pas sûr que ce soit un jeu boutique. C'est un jeu KS avec tout ce que les étiquettes qu'on peut mettre à un jeu KS, c'est-à-dire la surédition inutile, le jeu what the fuck, quoi, avec le matériel qui vomite partout, et où t'es content de l'avoir, hein, je veux dire. Je sais pas, il était à combien le pledge. T'es sûrement content de l'avoir, quoi. Mais au-delà de ce marché-là, pour moi, il fera pas long feu, quoi. S'il arrive en boutique, hein, j'en sais rien. Alors attention les gens, on a eu un faux culte. Je sais plus où est la caméra. J'ai pas la caméra secondaire, mais c'est pas grave. Donc faux culte, je vous rappelle, ce sont des commentaires hallucinés. Je vous lis le commentaire de quelqu'un et il faut retrouver le titre du film. Nous avons un faux culte facile, donc ça devrait être facile. Quelque part entre une pub pour le programme Erasmus et une saison de Love Story à Madrid. C'est facile. Quelque part entre une pub pour le programme Erasmus et une saison de Love Story à Madrid. Vous avez 25 minutes. Donc voilà. Bon après, le matériel quand même, j'avoue que peint, ça claque quand même. Hein. J'avoue que ça claque. L'auberge espagnole, bravo. GG. C'était effectivement l'auberge espagnole, le film de 2002 de Cédric Clapiche, qui avait fait ses petites sensations à l'époque. Donc voilà, c'était l'avis de Feed the Kraken. Après, un truc quand même que je trouve cool, ça on peut en parler, en termes de matériel, les meeples en forme de mousquet de pirate, là franchement, là chapeau, nickel, ça faut que ça reste. Je crois que c'est de base, hein. Mais ils sont d'une qualité, je sais pas si on peut voir mieux. C'est gravé, ça c'est cool. Et quand on fait, donc ils servent principalement pour faire de la mutinerie, c'est-à-dire qu'on va tous miser, euh, on va miser secrètement un certain nombre de nos mousquets de nos flingues, quoi. Et en fonction du nombre autour de la table, de tous ceux qui auront misé, on aura un certain... bah voilà, la mutinerie réussit ou rate, etc. Si elle réussit, on change de capitaine, on refait une sélection du second, etc. Donc ça peut avoir un intérêt stratégique. Mais pareil, je sais pas, c'est pas assez fluide en fait. C'est même presque chiant par moment de devoir faire semblant, on sent qu'il n'y a pas un côté où on pourrait jouer le bluff là-dessus, quoi. Caral. Caral, on n'a pas de date encore de sortie officielle. Donc Caral, moi, j'y ai pas joué. Mais, non, je sais pas si c'est... On a le droit de dire ou pas. On a le droit de dire des choses sur Caral ou pas. Septembre. Ok. Donc Caral qui sera localisé par... on a le droit, hein, si je balance l'info. Et il y aura un exemplaire de pré-prod à PEL. Donc Caral qui sera localisé par Blue Cocker, qui est la première localisation de Blue Cocker. Donc de la traduction. D'ailleurs, c'est quelqu'un
C'est Benoît qui a fait la trad ou c'est ou t'es passé par quelqu'un d'extérieur En tout cas, ça a l'air joli. Bon, ça a l'air tout joli, ouais. Bah ouais, ouais, on va s'y essayer à PEL avec plaisir. C'est toi qui as fait la trad? Ah, ah, ah. Ah, et Natacha, ok. Pas que je n'ai pas confiance en tes talents d'orateur. Non, je savais que ça te ferait plaisir. Euh, ok. En tout cas, en termes de matériel, c'est ce qu'on voit là ou c'est pareil, c'était un KS et il y aura un matériel traditionnel dans la boîte. En tout cas, ça donne envie. Je pense qu'APL, ça fait partie des jeux. Je vérifie que mes escargots sont toujours là. On vérifie Choupette et Choupinette là. Donc elle s'est complètement enfouissée. Et l'autre, elle est toujours là. Elle somnole. Ok, c'est un KS. Ça marche. Donc il y aura la pyramide centrale, mais j'imagine que ce qu'il n'y aura pas, c'est les figurines de personnages, quoi. Après, il y a l'air d'avoir du matériel. Il y a l'air d'avoir quand même du matériel. Ça a l'air cool. Ok. Et sur un jeu comme ça, c'était quoi la marge de manœuvre? On t'a dit tu peux changer des choses ou pas du tout? Ou il y avait que tu peux faire que la traduction et point barre? Ou il y avait rien à changer et c'était très bien comme ça, mais ok, il y a la version de luxe et il y aura la version retail. On est des maîtres constructeurs, des maîtres ouvriers peut-être. Bon, en tout cas, on verra ça à PEL. On ira faire un petit tour. Je pense à partir de quel âge je viendrai jouer avec Colline. Je regarde un peu ce qu'il y a déjà. J'ai rien changé, mais j'ai fait des propositions qu'ils ont intégrées, tant au niveau matériel que mécanique. Ok, bah cool. Bon, c'est bien ça. Ça veut dire que c'est pas juste une localisation. Il y a quand même un petit boulot. Ah bah très bien. Ouais, il a l'air. Après, je sais pas s'il y aura. Est-ce qu'il y aura la possibilité d'acheter le kit XL à côté ou parce qu'effectivement il y a du volume quoi. Après, si c'est juste du volume qui sert à rien, il y aura un mec sur Twitch qui va critiquer. Ok. Bon bah ça a l'air pas mal. On verra ça. Ouais, il y aura peut-être si le jeu fonctionne bien, il y aura peut-être une version. Je sais pas comment ça marche, mais tu sais les versions upgraded qu'on retrouve des fois sur certains sites. Je pense pas que c'est un truc que l'éditeur a mis en place. C'est des gens qui gravent eux-mêmes en 3D, qui revendent le kit.
D'ailleurs, je sais pas si c'est autorisé ou pas. Je sais vraiment pas ce marché-là parallèle, comment il fonctionne, quoi. Faudrait. Autant les Twinpel, je pense que c'est un accord avec l'éditeur, voire même parfois une demande de l'éditeur, je pense plutôt, ou de l'auteur. Autant pour les kits d'upgrade, je sais pas du tout. Caral en septembre, cool. Qu'est-ce qu'il a fait Klaus Jürgen Vred. Bon, il a pas fait que des bons jeux. Hein. Bon, d'accord, il a fait Carcassonne. Euh... Il a fait des petites choses sympas quand même, le monsieur. Putain, le gars, il a quand même fait du Carcassonne à gogo. Je sais pas si ça l'a pas saoulé au bout d'un moment. Faudrait lui demander. Putain, je regarde un peu tous les jeux sur lesquels il est flag. Laisse tomber. Ouais, mais après, toutes les mini-extensions. Putain, l'autre soir, je voyais. On a regardé. Mince. La chaîne Entre Jeux Studio. Et il parlait de la gamme mini-extension de Yellow, quoi. Ouais, les millions sur son compte ont dû le soulager. Ouais, sûrement. Ça a dû lui laisser le temps de plus de créer. Mais après, je sais pas si tu restes quand même dans le plaisir de la création ou si au bout d'un moment tu tombes pas sur du travail pur et dur dans le sens j'ai une tâche à accomplir, une date, un machin, et t'es moins dans le côté j'ai une idée, je vais l'exploiter. Faudrait voir. Et, il fait de la musique aussi, il fait plein d'autres trucs. Je connais pas du tout cet auteur, quoi, son histoire. Mais il faut avouer qu'on est un. Parce que c'est la critique que je dis souvent sur les médias ludiques français, hein, mais on est non seulement très coincé au niveau de l'actualité ludique, c'est-à-dire on parle toujours des mêmes jeux, et principalement du jeu circuit boutique, un petit peu de KS, mais c'est tout. Et on est très, très élitiste, et du coup on parle pas de toute la créativité qu'il y a autour du jeu de société dans tous les domaines. Et, euh, et pareil au niveau des créateurs et créatrices qui sont qui viennent d'ailleurs, quoi. Et, alors là, c'est encore plus le calme plat en termes d'interviews, de trucs. T'en as certains pour savoir, bah toi, ils sont très présents dans les forums de BGG. Bon, bah tu viens, tu peux discuter avec eux, tu te régales, quoi. Ils sont autant accessibles que d'autres, mais ils sont jamais. Et il sera sur le côté de la boîte. Tu fais comme d'habitude, tu mets le petit encart sur le côté de boîte. Du coup, il y aura aussi, pareil pour l'illustrateur, illustratrice, je sais pas qui c'est. Hendrik Noack. Ok, qui a fait Glenmore, qui a fait Fire and Stone. Ah, qui a fait Feed the Kraken. Ok. Bon là, en termes de... Ah, le gars, il touche sa bille quand même. Hein, J'avoue qu'en termes, par contre, de DA, c'est propre, quoi. C'est propre ce qu'il fait, le monsieur. Peut-être un peu sombre, là, un peu moins réussi, mais je pense qu'on a dû l'obliger à foutre un bonhomme là, quoi. Mais, ok, il est interne à Funtails, en tout cas, c'est un peu l'artiste maison.
En tout cas, ça, lui, il bosse bien. J'aime bien son style. Fire and Stone, ça a pas bonne presse. Hein. Comme quoi, le monsieur fait pas que des bons jeux, Klaus. Ok, bon ben, intéressant tout ça.